d'être venus, surtout que c'est théoriquement l'heure d'aller déjeuner. Donc on sait. Faut pas leur dire. Comment? Faut pas leur dire. Mais ils le savent, ils vont rester mal leur dire. Donc c'est gentil d'autant plus d'être venu nous voir pour ce. C'est the best lunch is no lunch. Ça, c'est bien parti. Donc, vous savez que le sujet de ce nouveau comptoir des blogueurs, qui réunit régulièrement depuis maintenant 4 ans les blogueurs de la relation client. Aujourd'hui, le sujet proposé par Thierry, c'est Best Service is No Service. Alors, pourquoi faire un salon si vraiment le mieux c'est de ne rien faire? Ça va être le sujet du jour. Donc, peut-être une présentation rapide à tour de piste pour que chacun se présente avec son blog et éventuellement un petit mot sur sa particularité. Bonjour, je suis Laurence Bobby et auteur d'un blog XYZ spécialisé dans les expériences mémorables. Donc, ma particularité, c'est de mettre au cœur mes expériences de l'enchantement. Je suis aussi consultante en design d'expériences mémorables et en management d'expériences clients. Thierry. Mon nom est Thierry Scalzier, je suis l'auteur du blog scienceduclient.com qui existe depuis 2005 avec des chroniques de livres, des synthèses d'études, des interviews, je crois que je vous ai tous interviewés ici, et des points de vue un peu iconoclastes sur la relation client. Je suis aussi le cofondateur de Test & Trust, qui est un site d'aide consommateur. Le stand se trouve juste à côté, le stand C27, tout à l'heure. Bonjour, je suis Laurent Garnier, je suis un des cofondateurs de KPL. Et KPL est un institut d'études qui s'est spécialisé dans le traitement des narratifs de consommateurs depuis maintenant 9 ans. C'est 100% de notre activité et on a beaucoup travaillé sur des thématiques récemment sur justement, la réponse de Laurence sur l'enchantement client. Qu'est-ce qui aujourd'hui hyper satisfait les consommateurs? On a beaucoup travaillé sur l'enchantement dans le e-commerce, on a travaillé sur le churn, qu'est-ce qui fait que les consommateurs abandonnent notre débat. Et on a beaucoup travaillé sur la thématique de la confiance et de la défiance. De ça, à force de triturer des verbatims et de les analyser en profondeur, etc., on en a forcément tiré parfois quelques enseignements qu'on a partager et qu'on peut partager sur notre blog. Donc c'est le blog de KPL, qu'on trouve à partir du site de KPL, sur kpl.fr. Bonjour, moi je m'appelle Philippe Neubourg. En fait, Emmanuel n'est pas très au courant. Moi, ça fait au moins 5 ans que j'ai arrêté mon blog sur la relation client, mais comme j'ai l'opportunité de venir parler, je continue. C'est toujours toi qui a voilà. plus de pages vues. Mais Thierry était jeune, il a pris exemple sur ce que j'avais fait, et puis il a lancé son blog, c'est bien. C'est vrai, c'est grâce à toi. Il faut aimer la relève, en fait, hein, c'est important. Donc voilà, je me spécialise plus sur le décisionnel, mais comme je suis français, l'image qu'on a à l'étranger, c'est qu'on a toujours quelque chose à dire sur tout. Donc là, je vais trouver que de bien dire, je suis sûr. Bien, et moi je suis Emmanuel Mignot, je suis le président de Télétech International qui est un outsourcer et je tiens le blog qui s'appelle Good Morning Client et également le wiki Cher Client qui est l'éditeur du comptoir des blogueurs. Donc on va parler aujourd'hui de pas de service, is best service. Alors je vais laisser l'introduction à Thierry qui est l'initiateur de ce projet de sujet, parce qu'après tout, il n'a pas tas de choses à faire pour lui. Donc, pas de service et is best service, c'est-à-dire en gros le mieux, ça serait en fait de ne pas s'occuper de ses clients. Alors c'est ça que tu veux dire. On tire cette expression d'un livre de Bill Price qui a voici dans toutes les bonnes librairies. Voici ce livre qui malheureusement n'a pas été traduit. Et Bill Price est le premier vice-président d'Amazon, le plus ancien genre, à la création d'Amazon. Et il a écrit ce livre avec un titre évidemment assez provocateur. Et je vais vous donner quelques points qui sont développés dans ce livre pour en débattre. Alors, lui, il prétend dans ce livre qu'il y a un bon test à faire vis-à-vis de ses clients, c'est ils appellent ça le Wake Up in the Morning Test. En pensant que les clients ne se réveillent pas le matin avec l'envie de vous contacter. Il va même plus loin. Donc, il dit que l'idée dominante de ces dernières années, selon laquelle les clients veulent plus de relations avec les marques, et plus particulièrement leur service client, est une fausse route. Donc, il pense que les clients veulent moins de contacts, en développant ça, il prétend aussi qu'il y a des stupidités qui jalonnent le parcours du client. Alors ce livre revient en force détail sur les tracasseries, tout ce que j'appelle les irritants sur mon blog qui jalonnent le parcours du client.
Et donc, l'ambition d'Amazon, et je vous rappelle qu'Amazon fait 60 milliards de dollars de chiffre d'affaires, numéro 1 de l'e-commerce mondial, 2 fois plus gros que eBay, 3 fois plus gros que Google, numéro 1 incontesté également de la relation client. Eh bien, il prétend que la philosophie de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, c'est de se dire que finalement le meilleur service, c'est l'absence de service. C'est-à-dire faire en sorte que l'expérience soit tellement parfaite du début à la fin qu'on n'ait même pas besoin de contacter qui que ce soit. Et donc, il prône une absence finalement de contact. Alors, quand on dit contact de service, on pense au contact humain, par exemple, on pense au centre d'appel, on pense aux relations par mail, enfin en tout cas opérées par des personnes humaines. Et c'est vrai qu'on se rend compte que pas mal de choses sont automatisées. Alors, voilà comment lancer le sujet. Donc, deux premiers principes, c'est-à-dire, un, le client n'a pas envie de dialoguer avec la marque, c'est une fausse idée, et deux, le mieux, c'est que le client n'en ait pas besoin. Donc, en fait, à la fin, que le client n'en ait ni envie ni besoin. Ça paraît simple, on parle d'Amazon, effectivement, pour beaucoup d'utilisateurs, c'est pas de relation, parce que ça se passe bien. Donc, j'ai pas besoin d'appeler Amazon, puisque j'ai bien leur dire, que j'ai bien reçu mon livre, et que j'ai bien payé juste prix, et que tout s'est bien passé. Effectivement, j'ai pas de besoin, et si je les appelle pas pour ça, pourquoi je les appelle? J'ai pas beaucoup de raisons non plus. Alors, je vais le tourner dans Laurence, parce que ça suppose un service parfait. Donc, en fait, c'est un peu l'idée d'Apple qui a inclus dans la conception de ses produits et au travers d'une recherche pratiquement maniaque de la qualité et de la simplicité, le fait que le client n'ait pas besoin d'appeler. Mais est-ce que c'est à la portée de toutes les marques? Alors, c'est ce qu'on illustre par le concept de fluide et sans couture. Une expérience parfaite, l'excellence opérationnelle, elle s'illustre au travers de l'identification en amont de l'ensemble des points de contact et du traitement dans le détail de l'ensemble des défauts ou des qualités qui peuvent apparaître dans chacun des points de contact et qu'on va adresser de manière spécifique. Et ce qui fait la supériorité d'Apple sur les autres marques, en fait, c'est ce soin maniaque qu'avait Steve Jobs. Il avait une obsession, c'est l'obsession du détail. Et la qualité d'expérience, l'excellence de l'expérience d'Apple, elle réside dans la manière qu'il avait d'adresser le détail et l'ensemble du détail. Alors, on parle d'Amazon, on parle d'Apple. Ça semble être plutôt des exemples florissants. On se dit, après tout, si c'est comme ça, il n'y a qu'à tous devenir maniaques et tous s'occuper des détails. Est-ce que ça veut dire que ça coûte beaucoup plus cher d'aller dans le détail le plus absolu, mais on s'y retrouve à la fin parce qu'on a un produit où on fait beaucoup d'économies sur la relation client en particulier, et peut-être sur les défauts, les retours, etc. Est-ce que c'est si vrai que ça? Et est-ce qu'il n'y a pas des contre-exemples des gens qui ont eu vraiment le souci du détail et qui sont aujourd'hui au cimetière des entreprises? Philippe? J'en ai aucune idée. D'accord. Mais par contre, ça me fait penser, ce que tu disais Thierry, il me fait penser à une publicité, je crois que j'ai vu en ce moment au Canada pour une compagnie d'assurance qui fait sa publicité sur l'absence de service. En fait, l'idée c'est qu'on a un jeune gars qui est dans un bureau, il est assis à son bureau, il ne fait rien. Et tout d'un coup, le téléphone sonne et tout le monde s'inquiète autour de lui, etc. Et il répond et il est rassuré parce que c'est une erreur. Et là, on a un zoom arrière et on voit sur le bureau, c'est marqué département des plaintes. Et donc, on est vraiment dans l'idée de dire ça se passe bien si personne ne nous appelle parce qu'il n'y a pas de plainte. Donc, ça peut même faire l'objet d'une campagne de communication de l'entreprise, de communiquer sur le fait qu'on n'a pas besoin de contacter parce qu'il n'y a pas de plainte. Alors, avant de te passer la parole, je pense que c'est le sujet de mon prochain billet, c'est sur le grand malentendu sur le service. Je pense qu'il y a un grand malentendu sur le service client en France et sur ce que les marques offrent. Elles ne sont pas assez claires et c'est vrai qu'il faut traverser l'Atlantique pour trouver la clarté dans le positionnement, la clarté dans l'offre en disant voilà, en échange de ce prix, de ce tarif, eh bien, vous avez ce niveau de service. Et voilà ce à quoi vous avez droit. Et je vais vous donner un exemple. J'ai pris l'avion avec EasyJet il y a 15 jours et au moment où les portes d'embarquement s'ouvraient, eh bien, on voit arriver un bus, le bus qui nous emmène sur le tarmac jusqu'à l'air. Et derrière nous, il y avait un groupe de Français qui revenaient donc de leur week-end et je les entendais dire ah, quel scandale, quelle honte. Et quand je pense qu'il faut prendre un bus pour aller jusqu'à notre avion. Et je me suis dit en fait que ces gens-là avaient oublié qu'ils avaient payé 70% moins cher.
Et je me suis dit aussi que peut-être EasyJet n'était pas encore assez clair sur le fait qu'en échange de ce tarif, eh bien, il y avait un certain niveau de service. Par exemple, le café Starbucks est payant à bord, les muffins au chocolat sont payants à bord, alors qu'ils sont gratuits sur des grandes compagnies régulières nationales. Et puis, on traverse un tunnel plutôt que de prendre le bus. Et je pense que, et c'est pareil, et j'ai un exemple à vous montrer, tu me donneras le top, avec une compagnie de téléphone BNU pour ne pas la citer. Mais là, je pense que c'est un sujet qui passe pour la clarté du positionnement des marques et dans leur expression et l'impérieuse nécessité en fait d'être absolument clair et transparent dans la promesse. Oui, complètement, bien sûr. Je voudrais juste rebondir aussi sur autre chose. Je pense beaucoup à la notion d'autonomie des clients. C'est-à-dire que le best service no service, c'est aussi, je pense, beaucoup travailler l'autonomie des clients en magasin, par exemple. Je pense qu'une marque qui a fait des efforts, je trouve, absolument colossaux en matière, c'est Decathlon. Je trouve que l'autonomie des clients chez Decathlon, elle est absolument remarquable. C'est vrai. Merci Decathlon. Merci Decathlon. Je trouve que quand on est chez Decathlon, on cherche soit une raquette de tennis, soit des chaussures de foot pour son fils, ou sa fille. On est remarquablement conseillé. On a tout un tas d'affichages en magasin qui vous expliquent quelles sont les questions qu'il faut vous poser, qui vous permettent finalement de vous reconcentrer sur 2-3 raquettes de tennis, 3-4 paires de chaussures, avec une gamme de prix qui est extrêmement bien faite. Je pense à ça parce qu'aujourd'hui, une des grandes plaintes des clients quand ils vont dans des magasins, c'est quand même la notion d'attente. C'est la notion de dépendance par rapport à des vendeurs qui sont souvent difficiles à trouver, qui sont souvent difficiles à débusquer, avec des queues d'attente, des attentes qui sont mal gérées, etc. Je trouve que tout d'un coup, développer cette notion d'autonomie, c'est absolument critique. Et je pense que du coup, le best service non service en matière d'expérience magasin, ça passe beaucoup par le développement de l'autonomie et de la recherche de la bonne information, délivrer la bonne information au bon moment aux clients, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu valorises le côté des gens de toi. Alors, je m'entends bien, c'est-à-dire comme ça. Mais non, c'est-à-dire que je m'entends bien. Je pense qu'effectivement, on est en permanence entre deux extrêmes. Il y a deux extrêmes. Il y a cette idée de je veux être autonome en magasin, je peux dépendre de personne, qui est une très attente des consommateurs aujourd'hui. L'autre extrême, c'est je veux rien avoir à faire. C'est vous qui faites tout, soit parce que c'est administratif et que ça me fait un peu suer, soit parce que c'est très compliqué et que je pense que je n'en épanouirai pas. Je pense qu'on est entre ces deux extrêmes. D'un côté, je veux rien avoir à faire, qui est un très gold standard, vous vous occupez de tout, et de l'autre côté, je peux totalement autonome. Finalement, quand on pense à l'expérience au magasin, c'est l'idée de se dire que je ne solliciterai le vendeur que quand j'en ai véritablement besoin, quand c'est véritablement impérieux de le faire. Donc du coup, on se retrouve finalement à solliciter les vendeurs pour ce qu'ils sont meilleurs, pour leur dimension de conseil, pour leur dimension d'expertise, finalement. Pas pour des trucs ridicules et totalement basiques comme où est-ce que je vais trouver ça, où est-ce que je peux trouver ça, etc. Voilà. Et donc je pense qu'il faut finalement être capable d'être bon sur les deux extrêmes. Ce qu'on peut penser quand même, c'est que la marque, elle n'est pas seule. Il y a la conception du produit, la conception des services, l'organisation du magasin, effectivement, du point de vente, mais il y a aussi le consommateur. Et le consommateur, il n'a peut-être pas, comme le sous-entendait Philippe, il n'a peut-être pas envie d'être aussi autonome, indépendant, etc. Il faut être capable de. Peut-être qu'il a tout simplement aussi envie qu'on le prenne en charge et que les choses soient plus assurées par la marque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà, avant de débattre de comment ça se passe quand le client a besoin ou envie d'échanger avec la marque, c'est en amont comment une expérience Amazon, comment une expérience Apple peut être envisagée par une marque classique, qui n'a peut-être pas les mêmes moyens, et comment est-ce qu'une PME, une entreprise plus ordinaire, peut aller dans ce sens, et sur comment on réduit le besoin du client d'interagir. Tout d'abord, le premier point, effectivement, c'est d'interroger son consommateur, mais pas avec des outils d'études classiques, ce que fait KPAM, entre autres. Voilà. On est bien organisé. Donc, c'est-à-dire aller sur l'identification des besoins non exprimés et des données non structurées. Voilà, je pense que c'est un premier point d'exploiter, celui d'exploiter tout simplement précisément, allez-y, tout ce qui concerne les réclamations, les flux sociaux, toutes les conversations qui ont lieu de manière informelle, qui ne sont pas sollicitées par l'entreprise, tout ça c'est source d'informations. Et du coup, on va pouvoir identifier tous ces besoins non exprimés
et aller sur des territoires qui sont pas ceux que la marque a l'habitude de traiter. Alors quand on fait ça, du coup, on arrive sur un autre territoire qui est intéressant, qui est celui de l'anticipation. Alors l'anticipation, c'est source d'enchantement, c'est probablement un des drivers les plus sources d'enchantement aujourd'hui, qui va consister à devancer les besoins et les attentes du client avec des actions en push, par exemple, recevoir une invitation sur le site internet pour aller dialoguer en direct, soit par la visio, soit par du chat, pour simplement devancer la demande du client pour des informations. Voilà, question d'enchantement. Laurence appelle ça l'anticipation, j'appelle ça la prévenance, mais on parle exactement de la même chose. Je pense que cette démarche qui consiste à essayer des recommandations qu'on fait beaucoup à nos clients, c'est de dire mais travaillez la prévenance, ayez une posture relationnelle de plus en plus prévenante, parce que c'est ça aujourd'hui que les consommateurs vont de plus en plus valoriser. Pendant des années, les consommateurs ont valorisé la gestion du pépin, la gestion du dysfonctionnement. Il y avait des entreprises qui étaient excellentes dans la gestion, il y avait le dysfonctionnement, ok, et les consommateurs sont souvent prêts à pardonner le dysfonctionnement, et puis il y a des entreprises qui étaient excellentes dans la gestion du dysfonctionnement. Aujourd'hui, ils commencent à passer, on va dire, à l'étape d'après, c'est-à-dire que, ok, vous êtes excellent dans la gestion du dysfonctionnement, moi ce que je voudrais, c'est que le dysfonctionnement n'arrive pas. Ce que je voudrais, c'est que vous préveniez du dysfonctionnement, c'est que vous le préveniez ce dysfonctionnement. Donc, un exemple très clair, par exemple, c'est une entreprise comme Photobox, qui n'est pas un géant. Photobox a très bien compris qu'aujourd'hui, ses consommateurs étaient extrêmement soucieux de bénéficier à fond de toutes les promotions auxquelles ils avaient droit. Photobox est une entreprise qui prévient systématiquement. Vous savez, Photobox, c'est une entreprise qui fait des albums photos à partir de photos numériques. Photobox prévient systématiquement ses clients 15 jours avant l'expiration de leur promotion que cette promotion arrive à échéance. Donc le client est prévenu 15 jours avant. Et puis Photobox est extrêmement sensible, et leur dit même, ça va arriver à échéance dans 15 jours, on comprend bien que dans les 15 jours, vous n'avez pas le temps de faire un album photo, on va vous rajouter un mois de promotion là-dessus, donc vous avez tout d'un coup 6 semaines pour bénéficier de la promotion. C'est très malin de leur part, ils préviennent du fait que un consommateur pourrait se dire, mais vous m'avez pas prévenu que cette promotion venait à l'échéance, je suis furieux, j'y avais droit, etc. Et aussi, ils anticipent là-dessus et surtout ils expliquent aux consommateurs qu'ils sont encore plus vigilants que l'est lui-même le consommateur dans la défense de son meilleur intérêt consommateur. Donc on est vraiment dans une idée de je dénonce le pépin, je dénonce le problème, je l'anticipe et en fait je fais en sorte que le pépin n'arrive pas. On se retrouve un peu dans la notion qu'on voit des pépins. Ce que disait Laurence à propos de l'écoute, c'est ce que dit aussi Bill Price dans son livre Les services et non services. Il dit que la condition de l'amélioration de la relation client, du service rendu au client, est l'écoute et la recherche de l'amélioration permanente. Évidemment, en 1995, quand Amazon s'est créé, les moyens d'écoute ils étaient assez limités. Et aujourd'hui, les données arrivent, mais alors par cargo. Et Philippe, ce matin, tu faisais une conférence sur le Big Data. Est-ce que finalement le Big Data ne serait pas l'ennemi de l'écoute client? Est-ce qu'on arrive à s'y retrouver avec toutes ces données structurées et non structurées, l'écoute du client? Combien de marketeurs que j'interroge sont complètement perdus face à cet océan? En fait, c'est la même chose qu'il y a 10 ans sur les canaux classiques. C'est-à-dire que tu peux te mettre la tête dans le sale en disant j'écoute pas ce qui se dit du moins sur les réseaux sociaux, et tu peux très bien vivre en ne sachant pas qu'on parle de toi. Tu peux aussi prendre repère quand tu vas vous aller sur un site comme DataSift, SIFT, qui propose des flux en temps réel pour vous montrer ce qui se dit sur, par exemple, si je suis un constructeur automobile, je dois surveiller ma marque et puis les 4 ou 5 marques concurrentes, et il vous montre en temps réel les flux sur Facebook, Twitter, etc. Et quand vous arrivez sur cette page-là, vous êtes, c'est une vraie avalanche, vous avez 3 à 4 informations par seconde sur ces constructeurs-là. Et donc là, vous vous dites, mais attends, comment est-ce que je peux surveiller ce genre de choses? Et surtout, comment est-ce que je peux le comprendre? Parce que le surveiller et le lire, c'est très bien, mais il y a un moment où c'est pas l'être humain qui va être capable de dire qu'on est sur une tendance d'augmentation de la perception négative parce qu'il y a de plus en plus de messages qui utilisent du mal de notre marque. Quand il y en a 4 ou 5 par seconde, c'est impossible de se rendre compte de quelque chose. Donc, en effet, il y a un gros travail de collecte et d'analyse, surtout d'analyse de tous ces messages non structurés. On peut ne pas le faire, mais là, on prend le risque de générer des vrais buzz négatifs. On peut aussi ensuite les
les analyser pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis la dernière étape, c'est de réagir. Parce qu'on peut aussi se contenter d'écouter. Il y a beaucoup de marques qui en sont d'ailleurs juste là, qui prennent des prestations ou des outils pour pouvoir savoir ce qui se dit sur elles. Et puis, elles n'en sont pas encore à l'étape où elles vont interagir. Et il y en a qui, d'ailleurs, le font très mal. On a quelques exemples, surtout au moment de l'été, quand on remplace le community manager par un stagiaire. Et on a des choses assez drôles, parce qu'en effet, on ne sait pas comment intervenir à l'intérieur de ces discussions-là. Et le stagiaire fait n'importe quoi, efface les messages sur Facebook, ça génère du buzz en équipe, etc. Donc il y a les trois étapes. Il y a l'autruche, il y a j'écoute, mais je suis très inquiet parce que c'est des volumes énormes. Et il y a la troisième étape où je peux commencer à interagir. C'est vrai qu'on voit les marques qui aujourd'hui surveillent surtout leur page Facebook parce que c'est un outil qui est facile à surveiller. En réalité, c'est pas toujours là que ça se passe. C'est peut-être un des objectifs des entreprises, c'est de faire en sorte que ça vienne jouer sur leur terrain de jeu à eux pour être capable justement de structurer la réponse. En revanche, c'est effectivement pas comme ça forcément que ça se passe. Et il y a une autre idée qui me semble intéressante. On a fait une étude il y a 18 mois sur justement les attentes des consommateurs par rapport à la mobilité. Et on s'aperçoit, on parle beaucoup de marketing avec via les smartphones, etc. On parle beaucoup des moyens, des canaux électroniques et digitaux. En revanche, 70% des gens qu'on a interrogés disaient qu'ils souhaitaient pouvoir accéder beaucoup plus facilement à un conseiller humain. Alors que bien sûr, toute la tendance aujourd'hui, c'est de rationaliser, de faire des économies et de, face à cette multiplication des attentes, être capable de rationaliser ou de dépenser moins, alors qu'en fait, on peut avoir le sentiment que plus on fait comme ça, plus on génère de la frustration, que si le client choisit un canal digital pour échanger, voire même un canal très asynchrone, pourquoi pas, mais ça ne prive pas forcément la marque de son obligation d'être capable de répondre au contraire en première intention au téléphone. Oui. Un employé humain dans la relation client qui soit intelligent, qui soit, quand je dis intelligent, qui soit enrichi, qui ait les outils pour répondre aux clients. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle du commerce connecté. Qu'est-ce que c'est le commerce connecté? Est-ce que c'est mettre des QR codes à droite, à gauche dans le magasin, mettre des grandes bornes avec un accès à Internet pour commander Internet? Les clients se moquent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est une expérience connectée. Et j'ai un bon exemple pour ça, c'est ce que fait Sephora, par exemple. Sephora permet, dans certains magasins, pour certains vendeurs et vendeuses, et il y en a dans Paris, notamment à La Défense, permet une connexion à un iPod en Wi-Fi, et cet iPod donne l'accès à toute la base de données produits, toute la base de données clients, et permet une relation, une interaction enrichie avec le client. Et donc, moi, je pense que tous les outils de mobilité ou de connexion du client pour faciliter la vie, c'est d'abord dans une relation humaine, c'est-à-dire enrichir, rendre plus intelligent l'interaction avec ce... Alors si c'est si simple d'écouter, d'en tirer parti, de rationaliser, d'améliorer l'expérience client, qu'est-ce qui fait d'avoir autant de monde sur ce salon, etc. C'est-à-dire que qu'est-ce qui empêche une entreprise de procéder comme ça? Ça coûte plus cher d'arriver à cet objectif-là? En fait, il y a une partie de la relation qui est éminemment émotionnelle. À 60% des décisions sont prises sur une base émotionnelle, et c'est toute cette dimension émotionnelle que ne peuvent pas adresser des agents virtuels ou les espaces d'information sur les sites internet. Et donc, toutes les relations n'ont pas le même enjeu. On comprend bien que quand il s'agit d'acheter un livre, là on sait de quel livre il s'agit, je vais sur Amazon, je l'achète en un clic, ça dure 5 secondes, c'est parfait. Maintenant, quand il s'agit de rencontrer ces problèmes parce qu'on n'arrive pas à régler ces échéances d'EDF, c'est plutôt EDF, ces échéances d'emprunt, etc., on est dans un mode relationnel qui est beaucoup plus émotionnel, et du coup on va demander à la personne en contact, au personnel en contact, d'avoir de l'empathie. Et là, la question c'est comment je fais avec des solutions en ligne pour délivrer cette empathie. Alors la réponse? La réponse, moi j'en ai une qui est la mienne. C'est celle-là qui nous intéresse maintenant. C'est de maintenir un canal physique.
numérique et de maintenir du personnel qu'on va pouvoir rencontrer physiquement. Alors, ça peut être par téléphone, mais ça peut être aussi dans des points de vente, où là, on va non seulement expérimenter les dimensions et la valeur de la marque d'un point de vue physique et concret, mais on va pouvoir aussi s'engager dans un mode relationnel qui va aussi exprimer les valeurs. Mais Thierry dit d'accord, très bien, on maintient du personnel avant ça coûte cher. Je me fais l'avocat du diable, vous pensez bien que c'est pas mon point de vue. Je ne suis pas le diable, je n'ai pas dit ça, mais je suis d'accord avec toi et je vais prendre le point de vue opposé. On peut avoir de l'empathie. Un agent virtuel intelligent, vous savez tout à l'heure, c'est la remise du prix client à 17h30. Depuis 4 ans, je remets un prix au meilleur agent virtuel. C'est toi qui es derrière ça? Oui, en fait, je suis le Madame de Fontenay de la relation client. Et donc, depuis 4 ans, je remets un prix au meilleur agent virtuel intelligent avec l'Université de Paris-Ouest. Et donc, un agent peut être super intelligent. Il y a des représentants d'agents virtuels dans cette salle. Je pense par exemple à IKEA, qui a un excellent agent virtuel qui peut accéder à toute la base de données produits, vous donner le moindre détail. Alors, en ce qui concerne par exemple l'échéance, quand on parle d'un fournisseur d'énergie, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas gérer sa relation client tout seul, tranquillement, chez soi, un dimanche soir à 22h, avoir toutes les options possibles, pouvoir résilier en un clic, pouvoir changer ses montants de prélèvement, pouvoir calculer un nouvel échéancier? Est-ce qu'on aurait vraiment besoin d'une relation humaine? Je pense que c'est pour les gens, avec différents profils. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des conversations et d'exposer leurs problèmes à des vraies personnes. Là, on est vraiment dans la dimension humaine, hein. Ça touche à l'humain. C'est un humain qui s'adresse à un autre humain et non pas un client qui s'adresse à une marque. Et là, du coup, voilà. J'ai remarqué que ce qu'on peut faire en un clic, c'est acheter davantage. Pour résilier, en un clic, c'est de plus en plus rare quand même. C'est quasiment impossible, on est d'accord. On est d'accord. Mais cette notion de facilitation, elle est clé, parce qu'effectivement, je veux bien être autonome, je veux bien faire ça tout seul, etc. À condition que je pense que je considère qu'il soit facile de le faire. Or, la notion de facilitation, on n'est pas contre de ce qui est facile et pas facile. Il y a des choses que certains vont trouver extrêmement faciles, que d'autres vont trouver extrêmement compliquées. Alors on parle exactement du même process. Donc, en fonction de ça, il faut pouvoir fondamentalement avoir le choix de l'autonomie ou du je préfère par entreprise, ça va commencer un certain. Il y a l'inégalité des gens, des intellects, des aptitudes. Il y a aussi l'inégalité des situations. Thierry dit, je suis tranquillement chez moi le soir sur mon ordinateur, d'accord, mais je ne suis pas toujours tranquillement le soir sur mon ordinateur, je suis pas tranquillement du tout des fois dans le métro ou avec un smartphone à la main en train de marcher et qui pleut, et là j'ai pas du tout envie de me taper toute l'expérience aussi, c'était quoi, enchantante. Ouais. Les moments d'enchantement, ça me gêne un peu comme terme, parce que j'ai l'impression que les moments où on est vraiment enchanté, ils sont rares quand même. Nous, on a enchanté des décès. Mais oui, on peut lire le livre L'art de l'enchantement de Guy Kawasaki, qui est un ancien collaborateur de Steve Jobs, si je ne m'abuse. On peut lire aussi un autre livre qui s'appelle Les paradoxes du client dans un monde digital, puisqu'on parlait du client paradoxal. Mais je pense que ce que tu dis à propos des situations, il y a une étude qui a été faite il y a un an et demi, je crois, par Nextage, aujourd'hui Colorado, à propos du recours à certains canaux plutôt qu'à d'autres. Et en fait, on voit que ça dépend des situations. Et puis, ce que je prétendais sur mon blog il y a pas longtemps, c'est de dire en fait les clients ne sont pas égaux. Parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes capacités, les mêmes facultés, ils n'ont pas tous non plus la même complexité dans leur demande, et puis ils n'ont pas tous la même valeur. Et alors, quand on a dit ça, c'est bien, mais il y a beaucoup d'entreprises qui se réveillent sur ce constat, et qui se disent, ah oui, nos clients sont pas égaux. Prenons par exemple les opérateurs de téléphonie mobile. Pendant des années, ils ont fait du recrutement, et leur service client ressemblait vraiment à de la médecine de guerre, hein, c'est une véritable boucherie. Donc celui-ci, il est encore vivant, il va résigner, bon ok, il va bientôt mourir, puis on n'en veut plus, celui-ci tant. On faisait vraiment de la relation client de masse, et aujourd'hui, en fait, ils découvrent la relation client personnalisée. Les clients ne sont pas égaux, donc on va mettre un service client dédié pour les gens qui ont un smartphone, parce qu'ils ont peut-être des questions un petit peu plus pointues, et puis on découvre qu'il y a des gens qui ne voient pas bien, des gens qui n'entendent pas bien. On voit se développer, vous avez vu peut-être des offres ici à destination des personnes handicapées. On découvre tout à coup que les clients ne sont pas égaux. Mais excuse-moi, mais il faut peut-être recentrer le débat sur le sujet que tu as proposé. Là, ce que tu viens de dire, c'est que les opérateurs télécoms sont passés du low service avant
au service. Alors est-ce que ça veut dire que, est-ce que ça va pas à l'encontre de l'idée que le meilleur service, c'est de donner alors de service? Là, tu viens de montrer l'inverse. En fait, ils sont aujourd'hui, ce cas est particulier parce qu'ils sont pas bons du tout. Même quand ils font Ils sont pas tous eu les prix quand même. Si, ils sont tous donnés ça. C'est amélioré, ils se sont beaucoup améliorés. Oui, dans les deux ils sont améliorés depuis 4-5 ans. Ils se sont améliorés de façon extrêmement importante. T'as des finales chez eux? Non, mais c'est pas le problème, c'est que moi je les suis ça, etc. On voit bien que on peut arrêter de taper sur les opérateurs de téléphonie. Ils se sont améliorés de façon extrêmement. J'ai fait mon dernier papier sur le Good Morning, c'était justement sur le fait que les hotlines d'opérateurs, et j'ai pris l'exemple de celle d'Orange, pouvaient faire beaucoup de progrès et devenir performants. Donc c'est assez curieux, c'est que c'est plus performant, mais en particulier dans la capacité à toujours rebondir vers une autre offre commerciale, avec une optimisation du tarif proposé pour tout le monde les appels, etc. Et c'est quand même une vision très particulière de la relation client, même quand il s'améliore. Je pense qu'il y a une approche qui, même quand elle est plutôt bien intentionnée, reste aux yeux du consommateur parfois un peu suspecte. Bien sûr, parce que la défiance, elle est au cœur, enfin c'est des industries les plus sinistrées en matière de défiance. On est loin de notre sujet, hein, mais c'est l'industrie qui est sinistrée dans la défiance. Parce que ce que disait Félix, justement, la défiance parce qu'elle a jamais inventé de service. Parce que justement, nos services ne peut pas être un best service pour eux parce qu'ils en manquent trop. Je pense que, par exemple, le simple fait de se dire, on vend de la téléphonie, ça s'appelle de la téléphonie. Et quand j'utilise depuis des années mon smartphone dans un train, et que je vais utiliser une clé 3G par exemple pour me connecter, selon les opérateurs, je vais être connecté 4 minutes sur 3 heures. Donc je me dis, il faudrait déjà pouvoir téléphoner avec les téléphones, ça serait bien de pouvoir entendre ce que l'interlocuteur peut dire. Donc, on s'aperçoit qu'à ce niveau-là, il en manque beaucoup de clients qui se disent, j'ai pas besoin des amis, tout se passe toujours parfaitement. Un changement de box, c'est toujours un calvaire. On voit bien que ça a été une position de finance à une croissance, une appétence du marché qui est telle qu'on est obligé de dépenser beaucoup pour le service. Il n'empêche qu'effectivement aujourd'hui, il y a de gros progrès qui sont réalisés, que probablement Free n'a pas été pour rien dans cette vidange. C'est évident. Ils ont été sur service électrochoc. Ils ont commencé il y a 4-5 ans, quand ils sont passés d'une logique de pure conquête à un début de logique de fidélisation. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à améliorer le service, les délais d'attente, la posture relationnelle des téléconseillers, etc. Et ce qu'on voit bien, c'est que l'électrochoc Free est conduit à quoi? À faire du low cost. À s'offrir des offres beaucoup moins chères, pour essayer de tenter de s'en rapprocher. Free, ça leur a permis de tout d'un coup de se dire qu'il fallait qu'ils soient plus près des intérêts de leurs clients. Et c'est faire, par exemple, maintenant vous appellent très régulièrement pour baisser vos contrats. C'est-à-dire qu'ils vous disent, je peux vous trouver SFR, par exemple, assez systématiquement, qui résolvent votre problème. Donc vous appelez pour un problème, ils résolvent votre problème, et une fois que vous avez résolu votre problème, ils font du rebond commercial, et du rebond commercial pour vous dire, j'ai un meilleur contrat pour vous qui coûte moins cher et qui fait. Est-ce que ça, c'est vraiment bon en termes d'image? Tu prends l'exemple, moi j'ai même pas eu besoin des amis pour envoyer un courrier pour me dire qu'ils divisaient ma facture par 2. Donc moi, en tant que client, je trouve que le réflexe, c'est de me dire que je me suis enculé pendant 6 ans. Quoi. Bien sûr que tu dis ça. Bien sûr ça, mais c'est ce que tu pensais. Et il y a plein et c'est pareil dans l'assurance, où effectivement on a vu des cas de clients qui effectivement renégocient leur contrat à la baisse et qui donnent nous une espèce de petit hack dans la bouche et qui se disent non mais attends, ça fait combien de fois, ça fait combien d'années que je paye trop cher? Et qui demandent rétroactivement 25% sur les 4 dernières années. Donc on en voit bien sûr. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ce qui est très capital pour ces gens-là qui sont en compétition féroce, c'est de se rapprocher de leurs clients et de leur dire j'ai votre meilleur intérêt de client au cœur. Je vais maintenant être vigilant sur votre meilleur intérêt client. C'est le meilleur message qu'ils peuvent faire passer à leurs clients. Pendant des années, ils se sont fait de l'argent sur le dos des clients, c'est l'image qu'on peut en avoir, et ils sont en train de changer de posture pour dire maintenant, on va s'occuper, on va défendre votre meilleur intérêt client. Donc, je vais vous trouver des contrats qui sont plus adaptés, je vais vous trouver des contrats qui vous coûtent moins cher, je vais vous trouver. Je sais que la pilule est difficile à avaler, mais c'est pourtant ça qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça qui est en train de changer, et c'est qu'ils sont en train de changer de posture relationnelle là-dessus. Mais on parle de prix, c'est pas forcément le sujet, je pense que le débat... Parce qu'on est dans une espèce de mythe, c'est tous des nuls, c'est pas vrai, ils ont beaucoup bossé. Ils sont à la place, d'une part, pour un best service et service dans ce domaine-là. Est-ce qu'un opérateur peut émerger pour dire, voilà, vous aurez plus besoin de m'appeler parce que ça va tellement bien fonctionner que ça va marcher comme dans du beurre?
Et deuxième chose, est-ce que plus généralement, au-delà du secteur des télécoms, on n'est pas en train d'entrer dans un univers où la technicité des produits ne cesse de s'accroître et où de toute façon, on ne sera pas tous compétents dans tout, et qu'on aura tous de plus en plus besoin d'assistance pour se servir, qui de son four micro-ondes, qui de son appareil photo, qui de son caméscope, qui de son service de domotique, etc. Mais le problème, c'est que les produits ne sont pas designés en amont pour adresser les demandes des gens. Enfin, le service, c'est une brique de l'expérience. Hein. Dans l'expérience, il y a aussi le produit, il y a de l'innovation, il y a des fonctionnalités, etc. Et si le produit à la base ne marche pas, le service, il ne fera rien pour compenser le besoin. C'est un produit peut marcher très bien, mais en face, l'interlocuteur n'ait pas les aptitudes requises pour vraiment bien s'en servir. Mon exemple, c'est celui d'Apple. Un iPad, on n'a pas besoin de savoir se servir d'un ordinateur pour utiliser un iPad. C'est-à-dire qu'en amont, les fonctionnalités ont été pensées et ont anticipé les demandes. Elles ont le plus souvent, au dire même de Steve Jobs, été supprimées. C'est-à-dire qu'il a supprimé tout ce qui était complexe pour en faire un produit simple qui ne fait pas tout, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Mais il y a des gens qui ont besoin de fonctionnalités. Mais c'est beaucoup plus difficile de faire quelque chose de simple que quelque chose de complexe. Donc tout l'enjeu des entreprises, et c'est aussi adressé dans le livre, c'est de faire de la simplicité. Et la simplicité, c'est très complexe à réaliser. Hein, il faut répondre à... Oui, mais supprimer des choses complexes pour dire, voilà, je vais rendre un produit simple et donc les fonctions complexes, je vais les supprimer pour garder un produit qui globalement sera très simple et répondra à 80% des besoins. Mais ça veut dire que comme il y a une grande partie des utilisateurs qui ont besoin des 20% de fonctionnalités complexes, et là, probablement, personne ne sait faire un produit qui réponde à 100% des attentes. C'est les outils du design de service qui nous permettent de dire quel est l'usage des gens dans 90% des cas et quelles sont les fonctionnalités que je vais garder et quelle est l'émotion que je veux permettre à mon produit de générer pour satisfaire les besoins conscients et inconscients. Et quid des 10% des gens qui ont besoin des 10% de fonctionnalités complexes ça laisse des bruits. Non, il faut trouver le bon mix. Alors, à propos de design d'expérience en amont, on a quand même deux bons exemples parmi les gens qui sont dans cette salle, du franco-français avec Decathlon. L'orientation client de Decathlon dès le départ dans la conception des produits, et un autre exemple avec Ikea, qui conçoit ses produits bien en amont aussi. Les notices sont disponibles aussi sur le site internet. Et moi, j'ai une question à vous poser en guise de conclusion et peut-être apporter un élément que je vois, dont j'entends parler de plus en plus, qui est le Customer Effort Score. Alors la Harvard Business Review, ce sont des gens beaucoup plus intelligents que nous tous réunis ici, quand ils écrivent des articles qui font des études, c'est vrai qu'on a la puissance de feu d'un artillerie lourde ici, et ce que je voulais dire, c'est que ils prétendent que le Customer Effort Score est bien plus puissant que la satisfaction, bien plus puissant que la recommandation, le fameux NPS, et le Customer Effort Score serait une nouvelle mesure de l'efficacité de la relation client en posant une simple question: quel effort avez-vous dû faire pour que votre problème soit résolu? Et en fait, je vais vous citer deux chiffres et je vais vous passer la parole là-dessus à propos de ça. Ici, deux chiffres d'une étude qu'ils ont réalisée, qui est disponible aussi sur Internet gratuitement. Ils disent que 57% des appels passés à une plateforme téléphonique et à un service client, en fait, sont faits par des clients qui sont déjà allés sur le site Internet avant et qui n'ont pas trouvé de réponse. Et ensuite, 56% des clients trouvent irritant et ont déjà fait l'expérience de devoir répéter à nouveau leurs problèmes. C'est-à-dire que d'un côté, on n'historise pas le problème, et puis de l'autre côté, on n'arrive pas à rendre efficace la relation client. Alors on parle vous savez, de once and done, et c'est ce que prétend donc la Harvard Business Review dans le développement de ce Customer Effort Score, c'est de se dire il faut que les canaux soient les plus efficaces possibles, mais pris séparément aussi, et qu'il soit que le client puisse aller d'un canal à un autre. Alors on parle de multicanal, d'omnicanal. Qu'est-ce que veut le client? C'est une expérience fluide. Et aujourd'hui, la question que je vous pose à vous, est-ce que vous pensez que l'expérience du client aujourd'hui, l'expérience multicanal, est-ce que vous pensez qu'elle est bonne? Est-ce que vous pensez qu'on est au niveau? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ce qui expliquerait aussi le succès de ce salon? Parce que si on était tous excellents, il n'y aurait pas de salon. Donc, de mettre au point, de présenter un concept un peu plus diversifié. Parce que moi, je me méfie depuis toujours les scores ou les outils unifiés. C'est-à-dire que promouvoir une marque pour le NPS,
promouvoir un parcours de résolution de l'autre. Nous, on a mis au point un système qui s'appelle le capital préférence. Et cette préférence client, on a mesuré sur la base de 10 indicateurs, 10 facteurs qui influencent cette préférence. Et donc il n'y a pas un seul facteur, mais il y en a 10 qui sont l'accessibilité, l'empathie, la pertinence, la convergence, etc. Ceux qui s'intéressent pourront trouver ça sur le site de Télétech. Et je pense que l'idée, c'est d'aboutir à ce que le consommateur préfère ma marque par rapport aux marques concurrentes. Et pour atteindre ça, bien entendu, il y a une histoire d'écoute, d'empathie, de se mettre à la place d'eux. Mais par exemple, l'éthique, on s'aperçoit qu'on reprend cette valeur éthique de plus en plus dans la presse, pour de plus en plus de questions différentes. Mais dans le domaine de la relation client, il y a une question très simple. C'est est-ce que ma marque est capable de privilégier parfois l'intérêt du client contre son propre intérêt? Et est-ce que le client en a cette perception? Ce que fait la téléphonie mobile depuis quelques mois. Comment? Ce que fait la téléphonie mobile depuis quelques mois. Alors, c'est vrai, mais c'est vrai que du coup, ils ont tellement à remonter que quand ils ont joué trouver une bonne solution. Bien sûr, tu parles de ça. Et le problème, c'est que aujourd'hui, ils ont tellement détruit de valeur que quand ils arrivent, y compris avec les bons process, il reste de la méfiance en disant il y a un loup dans l'Europe, où est-ce qu'ils vont essayer de me faire repartir pour 3 ans d'abonnement dont je ne pourrais pas sortir, etc. Mais tu as raison, ça fait partie des choses qu'ils vont devoir faire. Mais ça veut dire aussi que ça fait partie des choses que la grande partie des marques doivent faire avant d'en arriver à des situations comme celle de la téléphonie mobile. Et pour rebondir sur la question de Thierry sur le customer par la Store, on a beaucoup parlé d'autonomisation du client, mais l'autonomisation du collaborateur, elle est essentielle pour délivrer cette fameuse, l'enchantement. Donc c'est une question d'aller au-delà de la satisfaction. Si on n'a pas des collaborateurs autonomes qui sont capables de résoudre les problèmes en première instance, ben voilà, on va avoir des rebonds sur les autres canaux et c'est source de surcharge cognitive pour le consommateur, pour le client, qui se dit « Ouh là là, ma relation avec cette marque, c'est juste pas possible, j'ai posé des RTT pour résoudre mon problème de box chez CFR ou Orange. Et voilà, c'est trop compliqué, je vais changer parce que ça me pèse. Voilà, je veux être léger et je veux avoir une relation simple et fluide. C'est assez révélateur qu'il y ait des publicités aujourd'hui qui disent venez chez nous, vous ne tomberez pas sur un centre d'appel ou sur une plateforme téléphonique, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelque chose qui est supposé simplifier l'expérience des clients et l'enchanter, c'est possible, est devenu une espèce de frein, un outil de répulsion. Je rebondis sur ce que dit Laurent sur le customer experience. Je pense que c'est une notion absolument essentielle. Absolument essentielle, et je pense qu'effectivement c'est une notion bien supérieure à la notion de satisfaction ou à la notion de recommandation. Tout va jouer là-dessus. Pourquoi? Parce que on est en train d'assister à quelque chose d'extrêmement important. C'est-à-dire qu'on est en train de passer des images de marque des images de marque qui sont faites sur le discours pendant des décennies. C'était sur les médias, c'était sur la pub, c'était sur la com, ça fait pendant des décennies les images de marque se sont construites sur les discours. Il y a une telle défiance aujourd'hui sur les discours que les discours ne sont plus entendus, ne sont plus crus. Si bien qu'aujourd'hui, le consommateur, il est en train de changer de paradigme, il est en train de changer sa grille d'évaluation des entreprises. Aujourd'hui, le consommateur évalue les entreprises sur les actes que posent les entreprises, sur les actes, sur les process, sur la simplicité des process, sur la clarté, sur tout ça. Aujourd'hui, on est en train de passer d'un marketing des discours à un marketing des actes. Et aujourd'hui, les actes que posent les entreprises, comme une livraison, comme n'importe quoi, comme la réponse à un coup de fil, etc., aujourd'hui, c'est devenu le moment clé d'appréciation. Donc, si vous êtes sur les actes, et si les images de marque sont construites sur les actes, vous comprenez bien à quel point la notion des Ford Score devient absolument essentielle. C'est extrêmement lié. Marketing des actes et Ford Score, ça va devenir des notions extrêmement centrales dans la façon qu'ont les consommateurs de vous appréhender. Et après, ça sera sur des moments clés qu'il faut déterminer, enfin que le consommateur détermine pour vous, on se comprend bien. Et donc aujourd'hui, par exemple, quand vous êtes dans le e-commerce, le moment absolument clé, c'est le retour produit. Le retour produit dans le e-commerce est un moment absolument clé. Pendant des années, ça a été la vitesse de livraison, enfin, ou la livraison. Si vous livriez soit vite, soit lentement. Il y avait les bons et les mauvais. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Le moment clé dans le e-commerce, c'est le retour produit, parce que le retour produit, ça en dit tellement long sur l'entreprise qui est derrière. Le retour produit, il est facile, il n'est pas facile, il est gratuit, il n'est pas gratuit. Rien que ça vous en dit tellement long sur l'entreprise et la centricité client de cette entreprise.
La façon dont l'entreprise gère les actes aujourd'hui, il est clé, et on revient à la notion des transports et donc ce qui empêche les entreprises de dormir, les dirigeants aujourd'hui de dormir, c'est pas qu'est-ce que je prends avec les clients, c'est comment je mets en œuvre ces promesses concrètement là dans la vraie vie. Moi, je ne suis pas certain que les choses aient changé du point de vue du consommateur. Je pense que le consommateur, il a toujours eu les mêmes irritants, les mêmes approches, les mêmes zones de sensibilité. Il a toujours été, depuis toujours, mécontent quand il n'était pas livré, mécontent quand le produit ne correspondait pas à ses attentes, etc. La différence, c'est la capacité de l'entreprise à prendre ça en compte. Et pourquoi ils prennent ça en compte davantage aujourd'hui? C'est à cause des moyens d'expression sur les réseaux sociaux de manière collégiale, en prenant appui sur l'audience des pages Facebook par exemple. C'est ce qui fait que les entreprises s'intéressent à ces sujets-là, parce qu'avant, ça se traitait en one-to-one, et bien entendu, le consommateur n'était pas en position de force. Et on entend beaucoup de marques aujourd'hui qui disent, vous inquiétez pas, le pouvoir ne va pas se laisser subtiliser par le client pour autant, on va s'organiser pour pouvoir justement en réduire la portée. Pas complètement d'accord. Pas complètement d'accord. Je pense que les actes que posent les entreprises aujourd'hui sont regardés à la loupe par les consommateurs, sont surinterprétés. Un acte pour un consommateur, c'est un acte de communication aussi. C'est parce qu'ils sont davantage médiatisés, c'est parce que je n'ai vu que mon cas personnel qui influence mon jugement. J'ai l'expression de tous les dysfonctionnements arrivés à des proches ou des gens qui s'expriment, que je partage, de la même manière qu'on partage les faits divers malheureux de toute la planète, parce qu'on les a à la télévision et sur tous les médias. Mais auparavant, je n'avais connaissance que de mes propres problèmes et de mon environnement proche. Aujourd'hui, j'ai connaissance des mésaventures de beaucoup plus de monde, ce qui, bien sûr, contraint les marques à être beaucoup plus vigilantes parce qu'il y a davantage de diffusion des mésaventures d'un simple client pour peu qu'il ait d'influence. Pas que, il y a autre chose. Plus je me méfie du discours, plus je regarde les actes. C'est logique. Plus je me méfie du discours, et plus finalement je vais valoriser les actes. C'est très logique. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de recentrage du client, de surinterprétation de ce que sont les actes. Parce que je me méfie du discours. Mais tout ça, ça veut quand même dire que vous êtes en train de dire que ce bouquin-là, il nous raconte n'importe quoi. Vous avez entendu, mais bon, c'est un bouquin américain. Vous n'arrêtez pas de parler de service client et de dire combien c'est important, combien ça doit être amélioré, etc. Donc, si on prend le sujet de Thierry, je vois pas en quoi est-ce que le meilleur service, c'est pas de service. Moi, j'ai un exemple quand même qui le démontre. On a travaillé pour une grande banque. On a commencé il y a 4 ans. Ils étaient 300 personnes qui travaillaient à mi-temps. On les a remplacés tout d'abord par 100 personnes qui travaillaient à temps plein. On est aujourd'hui par la contribution à l'amélioration des process. On est aujourd'hui 47 personnes. Et le degré de satisfaction mesuré par calorimétrie est passé de 67% à 89%. Donc ça veut dire qu'en divisant pratiquement l'effort par la marque, en divisant par 4, on arrive à obtenir un bien meilleur score. Tout ça parce que ça a contribué, on a remonté en permanence les dysfonctionnements et les attentes des consommateurs pour voir que, par exemple, quels étaient les temps de traitement qui étaient très pénalisants. Bien sûr, il ne s'agissait pas de dire je réduis sur la relation client et je multiplie par 2 le reste des effectifs de l'entreprise, mais c'était de savoir sur quel process je faisais porter mon attention, parce que c'était cela qui créait de l'irritant. Moi, je voudrais quand même prendre un exemple qui, pour une fois, irait dans le sens de ce que vous avez dit, C'est Thierry, non? La STM, la Société des Transports de Montréal, c'est l'équivalent de la RATP à Montréal, a publié un article il y a quelques semaines sur le sujet pour constater qu'il y avait des pannes à répétition dans le métro de Montréal qui, du coup, étaient obligés de mettre en place des bus de substitution, etc. Et la STM s'est rendu compte qu'elle était incapable d'apporter le service d'information à ses clients pour dire voilà, vous êtes à telle station, il va y avoir tel bus de remplacement si vous allez à tel point, etc. Il n'y arrive pas parce que la panne, bien sûr, c'est pas prévu, ça prend un moment, on fait comme on peut, etc. Et donc ils se sont dit finalement, n'essayons pas de mettre en place de l'information et du service client, comptons sur nos clients au travers des médias sociaux. Parce que le gars qui est à la sortie de la station de métro et qui voit arriver le bus pour aller à tel endroit, c'est lui qui est le mieux placé pour tweeter, pour dire si vous êtes à tel endroit et que vous allez à tel endroit, il y a un bus dans 5 minutes. Et la société de transport s'est dit, mais finalement, on va relayer les messages de nos clients parce que nous, on n'est pas capable d'apporter le service et on va être le relais des messages de nos clients. Donc, je trouve que là, par contre, c'est un bon exemple de
on n'est pas capable d'apporter le service, donc on va compter sur ceux qui peuvent l'apporter à la place. Mais c'est ce que fait Free depuis toujours, hein. La communauté des freeloads depuis toujours s'entraide, on parle de l'entraide. Il y a beaucoup de clients qui sont prêts à aider, à rendre service, à donner des idées, à expliquer. C'est un méchant tacle ça. Depuis le début, c'est quand même une communauté très forte. Hein. Et c'est vrai pour toutes les marques. On dit freeload, on dit pas Orange Note ou Good Note. Les freeloads, c'est ceux qui s'entraident depuis toujours, c'est une communauté. Et les transports en commun, c'est un excellent exemple parce que les gens sont prêts à échanger des astuces, des bonnes recettes, des raccourcis, etc. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que la marque, du coup, accepte l'idée qu'elle ne pourra pas faire mieux que ses propres clients et du coup les utilise et le relaie à son client. Mais je pense que la plupart des marques font comme ça, ils se disent tout l'effort que je ne vais pas faire, il y a bien quelqu'un qui va le faire pour moi. Moi je suis un utilisateur d'une marque d'appareil photo, je n'ai jamais trouvé la réponse à mes questions sur leur site, mais toujours ailleurs. Et je pense qu'ils font très bien comme ça ne les empêche pas d'être amis des clients. Alors trouver ailleurs, ça c'est une faute à mon avis. C'est-à-dire que les entreprises, on peut reparler du Blue Train Manifesto il y a 10 ans, quand on disait les marchés sont des conversations, les marques sont l'objet de la conversation, le lieu de la conversation, ou alors l'acteur de la conversation. Beaucoup de marques sous-traitent le dialogue entre clients à une entreprise américaine qui commence par F, qui finit par K, qui se trouve outre-Atlantique, qui gère toutes les données, qui est propriétaire de tout, en fait, qui se trouve partout, alors que les marques devraient héberger la conversation. Et le lieu de la conversation permettre des plateformes de dialogue, d'entraide entre clients. On n'est pas des plateformes comme ça. Par contre, avec des règles de transparence qui soient très bonnes. Et c'est par exemple le sens de la norme française sur les avis consommateurs dont Tesla Trust est à l'origine, qui va bientôt sortir. C'est les clients ont besoin de transparence et veulent être certains, quand il y a des échanges entre clients, qu'il y ait des règles du jeu qui soient parfaitement claires et que les marques n'orientent pas le contenu qui est échangé entre les clients pour s'entraider. Moi je suis désolé, c'est la particularité du comptoir des blogueurs, c'est qu'on ne vous donne pas la parole. On est entre nous et cette fois-ci on ne boit pas. Et donc, en plus aujourd'hui, pour une fois, on ne boira pas de Chablis, c'est une exception, on n'a pas pu l'amener, on a que de l'eau. Mais on vous invite à la prochaine édition, qu'elle soit en présentiel comme ici, ou en ligne sur chaque client, quand vous voulez. Et donc, désolé, on n'aura pas le temps pour les questions, je pense qu'on a largement débordé. Est-ce qu'on a peut-être des conseils à donner, des lectures qu'on a faites? Je vous conseille deux choses. Il y a une étude. Nous avons l'encyclopédie universaliste. J'adore, et je sais que vous êtes venus pour ça, pour apprendre des choses et repartir avec des idées. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques mois qui s'appelle Manager l'innovation par le service, par Benoît Méronin de l'Académie du service, donc je vous invite à le lire. Il y a ici une étude de iVentures qui est sortie il y a quelques semaines sur le parcours client. Donc j'ai écrit un billet là-dessus sur mon blog, et les 12 étapes que j'ai appelées le chemin de croix du client. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on rentre dans le détail de tout le parcours client. Est-ce que vous avez d'autres lectures à conseiller? Oui, moi j'en ai un qui m'a beaucoup marqué en janvier, quand je l'ai lu, c'est Outsiding de Kelly Godin, qui a recommandé, qui est un livre qui permet de tout comprendre sur l'expérience client, comment on y va, qu'est-ce qui se passe et où on aboutit. C'est juste très clair et magique. Merci à tout le monde, merci à Laurence, merci à Philippe, merci à Laurent. Merci de ton invitation. Merci d'avoir été. Merci.